Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc j'ai un petit peu de retard que je vais essayer de rattraper aujourd'hui. J'espère que la luminosité n'est pas trop horrible parce que le soleil commence à rayonner intensément. J'espère que vous verrez quelque chose et on commence maintenant. Je vais commencer par le premier tome de Heartstopper de Alice Oseman. Donc ici on va suivre deux garçons, l'un est rugbyman et l'autre est nouveau, et du coup ils vont se rencontrer, ils vont commencer à se lier d'amitié et plus s'y affinité. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de cette lecture, vraiment. J'ai entendu quasiment que des avis positifs. J'ai entendu que des avis positifs, et a priori comme ça, l'histoire elle est toute banale. Enfin c'est le cas de le dire. C'est extrêmement banal. Maintenant je pense que le charme de ce livre provient de la douceur des personnages, de la douceur des graphismes et de la douceur des rares dialogues. Je ne sais plus du tout les noms des personnages, mais en tout cas il y en a un qui est rugbyman et qui est l'opposé complètement du cliché habituel. Effectivement il est baraqué, mais c'est une crème, une crème, une crème, une crème. C'est une personne qui est sociable, qui est ouverte aux autres, ouverte d'esprit. Et du coup de l'autre côté on a ce petit monsieur là qui vient d'arriver et qui est très renfermé, très timide, il a un peu de mal à se faire une place. Voilà, donc je pense que c'est plus un tome introductif parce que finalement on ne sait pas grand chose sur les personnages à part ce que je viens de vous dire. Et du coup ça laisse quand même entrer une certaine douceur par rapport au lecteur. Mais voilà, on en sait quand même très peu dessus. Ensuite on va parler des graphismes. Voilà, les graphismes sont en noir et blanc. Les traits sont plutôt très jolis, enfin je sais pas comment dire ça. En fait les traits sont plutôt gros. Voilà, c'est des traits épais, mais ça a quand même beaucoup de charme. Il y a très peu de dialogue, donc ça se lit très vite. Donc de mon côté, j'ai mis à ce livre un 8 sur 10. Je comprends parfaitement pourquoi autant de personnes l'ont aimé. Moi aussi j'ai adoré. Maintenant, ce n'est pas... En tout cas, ce premier tome ne va pas rester gravé dans ma tête. C'est très introductif et j'ai connu mieux. Voilà, c'est une très bonne histoire, mais c'est pas quelque chose qui va rester en tête parce que finalement, c'est l'histoire d'une rencontre en fait. Donc je vous le conseille si vous avez envie d'une lecture fraîche et d'une petite romance, je dirais un petit peu d'été. J'ai hâte de lire la suite, mais encore une fois, même si c'est une bonne lecture, ce n'est pas le livre de l'année. Voilà, je tiens un petit peu à préciser ça parce que j'ai entendu tellement de bien que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'attentes par rapport à ce livre-là, alors que... Voilà. C'est un bon livre, c'est un très bon livre, mais il faut pas avoir trop d'attentes, je pense. J'ai ensuite lu Par le feu de Will Hill, c'est un livre qui me tentait beaucoup, c'est pareil, il y a un moment, je l'ai vu mais partout sur YouTube, partout sur Instagram, et finalement je me suis laissée tenter et j'ai bien fait. Donc on va suivre Moonbeam qui vit dans une sorte de camp en fait, qui est une secte tout simplement. Il y a une grosse tuerie et puis les survivants sont emmenés à l'hôpital. Et dans cet hôpital, une fois on va dire un petit peu mieux rétabli, eh bien il y a une enquête qui va être menée, et du coup les rescapés vont être interrogés par les policiers pour savoir ce qui s'est passé et puis pour comprendre un petit peu mieux les lois et les règles et le sens de cette secte. Alors tout d'abord, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un roman qui est composé entre guillemets, qui alterne à chaque fois un chapitre avant l'événement dramatique et à chaque fois un chapitre après l'événement dramatique, donc pendant l'avancée de l'enquête, pendant les interrogatoires en fait. Donc ça c'était très intéressant, même si j'ai préféré les chapitres concernant pendant la secte en fait, voilà, pendant que la secte était encore formée, que le camp n'avait pas encore eu d'événements dramatiques. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup, moi je pars du principe, voilà, je sais que tout le monde n'a pas cette même notion de secte, mais voilà, pour moi je pars du principe qu'une secte c'est une société où on instaure ses propres règles, les propres règles de la secte en fait. Et du coup j'aime beaucoup savoir comment vivait ce personnage fictif, ce qu'elle y faisait, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, en quoi il croyait. Enfin vous voyez un petit peu le topo.
Ça j'ai trouvé très intéressant. Après pour la partie on va dire enquête où ça se déroulait à l'hôpital, c'était aussi forcément très intéressant, mais j'avais quand même cette sensation que c'était assez répétitif parce que on va dire que jour après jour les enquêteurs venaient lui poser des questions et parfois c'était un petit peu long. Maintenant je voudrais m'attarder sur les personnages, notamment Moonbin qui est très intéressante, du coup qui est l'une des rescapées. Moonbin, elle est très intéressante parce qu'elle a une psychologie très développée par l'auteur, c'est-à-dire que peu à peu, elle commence à évoluer mentalement, c'est-à-dire à modifier ses croyances, à comprendre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et c'est très intéressant parce que c'est réaliste en fait, c'est réaliste. Par exemple, dans une secte, dans la vie réelle, quand une personne en sort, effectivement, il y a une prise de conscience. Pas toujours, mais il peut y avoir cette prise de conscience. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est tellement réel. On suit les différentes étapes avec elle, donc c'est-à-dire le déni. Non, je ne veux pas croire que les règles dans lesquelles j'ai vécu n'étaient pas bien. Et puis, petit à petit, la prise de conscience. Ah, bah oui, j'ai vécu dans quelque chose qui n'était pas sain pour moi. Et on a aussi un autre personnage dont je ne vous dévoilerai pas le nom parce que qui lui réagit mais complètement autrement, qui reste dans ce déni, qui reste focalisé sur sa croyance. Et ça aussi c'est très intéressant parce que dans un groupe par exemple où ils ont vécu dans une certaine société entre guillemets avec des certaines règles, il y a forcément des individus qui vont mieux s'adapter, qui vont facilement prendre conscience que ce n'était pas sain pour eux, et d'autres individus qui vont entre guillemets se renfrogner, quoi, qui vont s'isoler dans leurs croyances. Donc c'est là où je voulais dire qu'il y avait vraiment un super aspect réaliste, que la psychologie des personnages elle était tellement bien faite que c'était tellement intéressant, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et en ce qui concerne le livre lui-même, je l'ai trouvé absolument génial, c'était une très bonne lecture. Voilà, les seuls moments où je me suis un petit peu ennuyée c'est avec les enquêteurs, parce que c'était un petit peu long, mais sinon j'ai adoré. Il y a des scènes un petit peu qui peuvent je pense choquer quelques lecteurs, donc il faut faire attention à ça, mais sinon j'ai adoré, c'est incroyablement bien fait, pardon. L'auteur s'est inspiré de faits réels, mais la plupart du livre reste fictif. Enfin, c'est incroyable quand même, c'est super intéressant. On est vraiment dans une ambiance malaisante, mais à la fois on a quand même envie de continuer, de savoir ce qui se passe. C'est vraiment addictif comme livre, j'en garde un très bon souvenir et du coup je lui ai mis un 8 sur 10. J'ai lu Fière d'être sorcière qui est je pense un collectif. Alors je l'ai acheté parce que ça m'intéressait beaucoup qu'on s'attarde enfin sur les sorcières dans Harry Potter et dans les animaux fantastiques aussi, hein. J'ai trouvé le concept très intéressant parce que on a ce côté féministe dans la série Harry Potter, et ça c'est incroyable parce que c'est vrai que quand on pense à Harry Potter, oui, on pense à Hermione, mais on pense pas souvent aux autres femmes qui ont joué un rôle dans cette saga. Donc je vais vous parler un petit peu de l'objet livre lui-même. Alors, on a un côté Harry Potter et un côté animaux fantastiques, et ce qui est super aussi, voilà, là on est dans les animaux fantastiques, ce qui est super aussi c'est qu'en fait à chaque profil, à chaque portrait de sorcière en fait, il y a la couleur de la maison. Donc voilà, je vous ai pris un autre exemple parce que celui que j'avais n'était pas ouf. Donc par exemple ici, le professeur Trelawney, eh bien voilà, c'est bleu parce qu'elle est de serre d'aigle. Le professeur Chourave, les pages sont jaunes parce qu'elle est de Poufsouffle. Donc voilà, je trouve ça super parce que c'est très bien en fait pour savoir de quelle maison viennent les sorcières présentées. Donc je trouve ça très intéressant. Après, ce que je trouve très dommage, c'est que par exemple sur un portrait, il va y avoir plusieurs pages destinées à cette femme. Et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que c'est plus pour combler le vide, pour faire de la lecture plutôt qu'une réelle information en fait, parce que généralement on va dire les doubles pages, les quadruples pages présentées, généralement c'est des choses qu'on sait déjà, donc voilà. À certains portraits vraiment j'avais cette sensation que c'était plus pour meubler
que pour réellement informer le lecteur. Donc voilà, je vous ai montré les graphismes, je les trouve absolument incroyables. C'est aussi pour ça que je voulais ce livre, c'est parce que je trouve que le travail artistique et de mise en page est sublime. Ce livre est très original. Maintenant, même si je lui ai mis un 6 sur 10, je ne vais pas le garder parce que il n'est pas essentiel à ma vie en fait. Voilà, je l'ai lu une fois et je ne le relirai pas parce qu'il y a pour moi pas d'intérêt. J'ai découvert un petit peu plus à chaque personnage, mais j'ai pas besoin de le garder plus parce que ça ne m'apporte rien. Il y a des bonnes choses comme montrer des portraits de sorcières qu'on connaît et qu'on connaît moins, les maisons dans lesquelles elles appartiennent, mais voilà, moi cette sensation de faire des pages pour faire des pages, ça m'intéresse pas. Voilà, je préfère qu'il y ait moins de pages et que le contenu soit plus intéressant. Je vais maintenant vous parler de L'Enfant du silence de Françoise Salomon, histoire d'une schizophrénie, donc bah, tout est dans le titre. J'ai lu ce livre parce que je trouvais que c'était le bon moment, parce que quand je l'ai commencé, j'étais en plein en train de travailler dans la schizophrénie, et du coup je me suis dit, quoi de mieux qu'un livre comme ça pour m'aider à analyser les symptômes, à me plonger un petit peu plus dans cette maladie qui est, je trouve, compliquée à comprendre. Et je suis ressortie pas très convaincue de ce livre. Donc à la base, je l'ai acheté parce que je voulais en savoir plus sur la schizophrénie de moi-même, mais comme j'avais un cours associé au thème du livre, j'en ai profité pour le lire. Alors, je sais pas trop quoi penser en fait, parce que je sais pas du tout si c'est inspiré d'une histoire réelle, ou si c'est fictif, ou si c'est les deux. Voilà, je sais pas du tout quoi penser. Mais en tout cas, on va suivre une même famille dont le fils a une schizophrénie. Et en fait, ce qui m'a un petit peu, je dirais, un peu troublée, même beaucoup, c'est qu'en fait ici on nous présente une schizophrénie extrême, donc c'est-à-dire avec des symptômes très prononcés, et il faut savoir que toutes les personnes qui ont une schizophrénie ne présentent pas le même degré de symptômes, n'ont pas la même intensité de symptômes, et du coup on va dire que ça reflète la réalité, oui et non. Bien sûr que les symptômes qui sont présentés peuvent appartenir à d'autres personnes, mais au niveau de l'intensité et du degré, je ne suis pas sûre, voilà, parce que toutes les schizophrénies ne se ressemblent pas, elles ne sont pas toutes extrêmes, et du coup, voilà, au niveau du réalisme, je suis pas sûre. Si vous cherchez un livre où les personnages ont des symptômes vraiment extrêmes, c'est le livre fait pour vous. Moi je suis un peu déçue de ce côté-là parce que ok, j'ai pu vraiment analyser les symptômes, comprendre que ça appartenait à tel truc et tout ça, mais bon, voilà. C'est un livre qui se lit extrêmement vite parce que les chapitres sont très courts et c'est écrit très gros, mais malgré ça, même si je tournais très vite les pages, je trouvais ça long en fait, le rythme est très lent. C'est intéressant, mais c'est pas simple à lire en fait, je sais pas comment décrire ça en fait, mais ça se lit vite physiquement, mais on va dire que mentalement c'est lent quoi, voilà. Donc voilà, j'ai découvert ce livre, très honnêtement, j'ai pas aimé ma lecture, voilà, j'ai pas aimé ma lecture, j'ai bien aimé mieux comprendre la schizophrénie, mieux comprendre les symptômes, même si c'est ici une vision extrême et pas forcément réaliste, mais quand je dis pas réaliste, c'est pas réaliste de la population générale entre guillemets. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser, j'ai pas aimé, je lui ai mis un 4 sur 10. J'ai ensuite lu Les Cobayes de Benakista et Baral, donc j'ai pris cette BD parce que je trouvais le résumé incroyablement intéressant, puisqu'on va suivre 3 personnes qui vont être sélectionnées pour participer à une expérience. Cette expérience en fait c'est de prendre un traitement pendant une durée déterminée et de voir les symptômes
positif ou négatif du traitement. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a attirée, c'est ce concept d'être un cobaye, de faire partie d'une expérience où on teste un traitement. Alors honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que les auteurs nous parlent du traitement jour après jour, vraiment que ça soit tous les jours en fait, voilà, qu'il y ait une numérotation de tel jour à tel jour sans une période sautée entre guillemets. Mais finalement non, pas du tout. Les auteurs ont décidé de s'attarder en fait sur les jours où tel symptôme se développait, tel symptôme se transformait en quelque chose de négatif et tel symptôme se transformait en quelque chose de positif. Alors, j'attendais énormément des symptômes, voilà, des effets secondaires plutôt du traitement. J'attendais beaucoup parce que finalement, c'est un petit peu l'intrigue du livre. Et très clairement, je suis très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et je pense que je suis pas du tout la seule. Donc sur ça, les auteurs ont vraiment bien joué, c'était vraiment une très belle surprise. J'ai passé un très bon moment à suivre ces personnages. Maintenant, en fait, la surprise des effets secondaires était tellement bien que la fin, quand on arrive à la conclusion de l'histoire, et je l'ai trouvée bâclée en fait, elle était trop courte, elle était pas assez détaillée. Et après nous avoir mis autant d'étoiles dans les yeux, la fin elle est décevante parce que j'attendais beaucoup plus de travail de la part des auteurs parce que il y a plein de rebondissements, c'est super bien fait et on arrive à une fin, on va dire, balancée comme ça quoi. Donc ça gâche un petit peu le truc mais ça reste quand même une bonne lecture, donc je lui ai mis un 7 sur 10. Et je vais finir cette vidéo en vous parlant du dernier tome de Traqué de Andrew Fukuda. En tout cas, sachez que je l'ai lu dans une mauvaise période et que c'est possible que mon avis ait été biaisé parce que il y avait plein de rebondissements dans ma vie à ce moment-là. Alors, pour ce dernier tome, nous retrouvons Jen et Sissy, ces deux personnages que j'avais adorés dans le deuxième tome, vraiment. C'est un duo qui me plaisait immensément. Donc là, on les retrouve, mais je trouve qu'ils sont moins... L'auteur s'attarde moins sur eux et s'attarde plus sur un autre personnage qu'on connaît déjà. Ce personnage, c'est Ashley June, qui ici a un rôle extrêmement important et je vous avoue que je l'ai trouvé vraiment bien travaillé. Voilà, l'auteur a développé son histoire et c'était juste incroyable. C'est un personnage qui fait pas forcément les bons choix, n'est pas forcément quelqu'un de bien, mais plus on connaît son histoire et plus on comprend son raisonnement. Et au final, ce personnage qu'on peut détester, je l'ai trouvé touchant en fait. Parce que je me suis dit, en lisant les souvenirs d'Ashley Judd, je me suis dit, ah bah ouais en fait, je comprends son cheminement. Donc voilà, c'est une histoire qui tourne plutôt autour de ce personnage-là, mais on a quand même les autres personnages de base. Et on a beaucoup de rebondissements. Je m'attendais pas à ça quoi. Je ne m'attendais pas à des événements pareils, des choix pareils, une tournure pareille. Vraiment, l'auteur m'a beaucoup surpris et je dirais que c'est un excellent point pour un dernier tome. Donc là-dessus, pas de soucis. Mais au niveau des... comment dire ? Au niveau de l'action elle-même, j'ai trouvé que c'était lent, que c'était un peu plat, que c'était pas forcément dynamique. Alors que les événements, c'était tout le contraire. Voilà. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce que j'essaie de dire, mais pour moi, il y a une différence entre action, on va dire rythme de l'histoire, et événements. Ça match pas forcément ensemble et là du coup les événements, les péripéties étaient superbes mais le rythme de l'histoire ça traînassouillait parfois. Donc je lui ai mis un 7 sur 10 parce que pour moi juste le tome 2 c'est le meilleur de la trilogie. J'ai tellement aimé, en fait c'est ça en fait, j'avais tellement d'attentes dans ce tome 3 que c'est peut-être pour ça que finalement je l'ai moins aimé. Et aussi parce que j'étais pas entièrement dans ma lecture et que c'est difficile de faire mieux que le tome 2 après ce que nous a fait Andrew Fukuda. C'est vraiment très dur parce que le tome 2 est incroyable, je l'ai adoré. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous fais des bisous, salut!